De retour avec nos invités, Adam Adjronou, Ambroise Ponjou et David Diagbavi. Ambroise Ponjo. Voilà. Ponjo. Alors, avant d'aborder le sujet sur le Nigeria, nous allons donner la parole à Adam qui veut encore dire quelque chose sur la Zambie. Oui. Moi, je me dis, j'ai jamais vu de par le monde un gouvernement ou un président qui soit élu, réélu ou au pouvoir vouloir dire qu'il est contre les libertés individuelles et les droits de l'homme. Ça n'a jamais existé. Et parlant donc de liberté individuelle, de toutes les façons, cela dépend des usages, des pratiques de gouvernance qui définissent en réalité si nous sommes en face d'une liberté d'expression ou pas. Et ça également, ça dépend des lignes éditoriales. Parce que lorsque vous prenez chaque ligne éditoriale, chaque organe, c'est ce qu'est cette liberté-là est acquise ou pas. Puisque, à partir, c'est vrai, lui, il a dit, étant donné qu'il est nouvellement élu, il veut compléter en réalité les non-dits de la gouvernance de la société par la presse. Parce que c'est vrai, il y a les services de renseignement, étant donné les gens sont nouvellement élus, vous ne les connaissez pas assez, vous ne savez pas de quoi il s'agit, est-ce qu'ils vous donneront toutes les informations qu'il faut. Et lorsque vous donnez cette liberté-là, cela renforce en réalité les non-dits et que les gens passent par la presse pour donc opiner. Quelque part, et je pense que, comme je l'ai dit, avec le temps, on saura si réellement on est dans le cas de figure. Mais quelque part, il faut dire que c'est déjà une très bonne annonce. Pour la simple et bonne raison que lorsque la presse est quand même rassurée qu'elle est libre de pouvoir donc dénoncer certains travers, je pense que cela ne faut pas exagérer. Mais quelque part également, lorsque vous allez investiguer sur un certain nombre de choses données, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que lorsque vous venez au pouvoir, vous n'êtes pas toujours blanc comme neige, mais il y aura quand même des secteurs d'activité sur lesquels vous aurez bien voulu garder un certain nombre de secrets. Ça, c'est la gouvernance. C'est pourquoi je dis la naïveté d'un certain nombre de chefs d'État lorsqu'ils sont élus. Et d'habitude, nous le constatons, surtout au niveau de la classe politique de l'opposition, parce que lorsque vous prenez le temps de critiquer l'adversaire en face, vous ne savez pas réellement les réalités de ce que c'est que la gouvernance. Et lorsque vous y arrivez, lorsque vous voyez en face cette réalité-là, vous êtes obligé, vous êtes pris en étau quelque part. Vous n'avez pas la liberté de pouvoir prendre des décisions assez courageuses sur ces aspects de choses. C'est ce qui fait qu'avec leur gouvernance, on arrive véritablement à voir que voilà, ce que vous avez promis par le passé, vous n'arrivez pas à le faire. Puisque être dans l'opposition et être au pouvoir, c'est deux choses diamétralement opposées. Donc je pense que c'est déjà une très bonne annonce lui permettant de compléter ce qu'il voudra. Mais avec le temps, il finira toujours par serrer les taux, suivant qu'il soit dans une position ou de l'autre. Allez, on passe au Nigeria. 92 élèves d'un séminaire islamiste de l'ouest du Nigeria, kidnappés il y a 3 mois, avaient été libérés. Ces élèves, dont certains ont à peine 10 ans, ont rencontré le gouverneur de l'État avant de retrouver leur famille vendredi. Ambroise Ponjo. Voilà, ces faits sont fréquents au Nigeria. Voilà, ces 92 élèves qui sont libérés. Bonne nouvelle pour leur famille et pour le Nigeria. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça me renvoie à une série de questions. Alors, on sait bien que souvent, c'est les djihadistes ou c'est les terroristes qui sont derrière ces enlèvements. Maintenant, les bandits sont rentrés dans le jeu, les criminels sont rentrés dans le jeu parce qu'ils savent que c'est un monde de business. Il y a des gens font du business, surtout ceux-là qui sont dans le domaine djihadiste. Alors, si eux, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, pourquoi pas nous? Donc, certains criminels se sont créés un réseau d'enrichissement à travers le kidnapping et donc le versement de rançons. Et ce que certains aussi ont compris en évitant de verser des rançons. Sauf que des fois, on ne nous le dit pas, mais il y a des rançons qui passent quand même dans les couloirs pour pouvoir faire libérer les enfants. Alors, il a aussi dit qu'il y a une question de corruption à une échelle très élevée au niveau des corps habillés au Nigeria, qui permettent même l'infiltration même des djihadistes dans certaines grandes villes, certains gouvernorats. Parce qu'on remarque que c'est trop facile ce qui se fait au Nigeria. C'est trop facile. Vous savez, il y a des villes à connotation vraiment démocratique et commerciale. Kano, c'est la plus grande ville pratiquement du Nord. Katsina, Zamfara, Kaduna, c'est des villes musulmanes et c'est des villes à connotation. Ils sont très nombreux. Et il y a cette histoire de business qui est souvent faite au nez à la barbe du gouverneur.
et au nez à barbe des chefs militaires, des chefs de police qui sont là-bas. Ils savent même qu'il y en a même des djihadistes qui négocient avec des chefs de police pour pouvoir, comment on appelle, venir prendre les élèves dans un lycée et après négocier après. Entre eux. Oui. Donc, moi, je n'ai jamais vu, mais ça se lit souvent dans certains écrits, dans certains articles, quand vous lisez. Et ce qui a amené certaines personnalités à refuser carrément de verser des rançons. Quand vous remontez un peu à l'histoire, il y a quelques années avec des Bring Back Our Girl, tout ça là, dont certains films ne sont jamais revenus, ils sont devenus des madames, des femmes de 6 enfants, des escortes des djihadistes. Vous comprendrez que ces gens de kidnapping font le lit de ces djihadistes-là et qui, soit ils cherchent des femmes à marier ou à leur préparer à manger, ou soit au-delà de ça, le premier but visé, c'est l'argent. C'est l'argent. Et donc, quand on vise l'argent, on est prêt à tout. Heureusement qu'on ne les tue pas. Mais si vous voulez résister, on vous tue, on prend vos bétails, on prend tout, ils partent. Donc, je crois que les gouverneurs ont plus le rôle, et les chefs de police ont plus le rôle de négocier la libération de ces enfants-là. Une fille de 10 ans. Je sais que dans les milieux maliens, nigériens et surtout sahéliens, musulmans, de la connotation musulmane, il y a cette tendance de mariage forcé là, qui se dessine avec 12 ans, 11 ans, 13 ans. Mais c'est ça qui me fait mal, moi. Maintenant, s'ils n'arrivent pas, s'ils ne les tuent pas, moi ça me réjouit. Mais comment est-ce que le gouvernement nigérian a pu être faible au point, malgré qu'on soit dans un État fédéral, avec des États fédérés, avec des gouverneurs, et qui n'arrivent pas à maîtriser le phénomène? C'est la grande question que je me pose. Alors, cette question, vous pouvez trouver une réponse, Adam Adjaranou. Vous savez, ça devient récurrent. Et ce qu'il faut noter, c'est que les derniers rafts que le Nigeria a connus ne sont pas l'œuvre bon, moi je les appelle la force du mal, et c'est le Boko Haram qui est cité en première ligne de ces actes. C'est vrai que les premiers rafts, il le disait tantôt, Ambra le disait, parlant donc de Bring Back Our Girls, qui était donc l'œuvre de ces djihadistes ou du Boko Haram. Après tout, ce n'est plus ça. Et vous savez, lorsque vous faites un peu du laxisme et vous constatez qu'il y a donc de ces actes qui s'opposent et puis on ne sévit pas et rigoureusement, ça prend de l'ampleur. Et c'est le cas de figure du Nigeria. Juste comment ça a commencé d'abord? Il y avait de simples individus, ça on n'en parle pas assez. Ouais, on prend des gens et directement on le coffre quelque part, on demande des rançons à la famille. Et ça s'est beaucoup répété au nord. Donc, les djihadistes ou karma, lorsque vous prenez ces gens-là qui sont tellement futés, ils prennent des initiatives au regard d'un certain nombre d'actes posés et qui essaient donc de pouvoir améliorer et l'imposer. C'est comme ça que ça a commencé, étant donné que le Nigeria n'a pas pris des décisions pour sévir, et donc ça continue jusqu'à ce point. C'est vrai que dans nos pays, même le Togo en a connu, et nous avons vu la rigueur avec laquelle le général Yak Damran a frappé la situation. Depuis lors, on n'en a plus connu. Au Bénin, ça existe régulièrement. C'est vrai qu'on n'en parle pas, puis ce sont des actes isolés et qui ne regroupent pas assez de grandes de la masse, donc on n'en parle pas assez. C'est comme ça, petit à petit, donc c'est arrivé là. Donc, ces gens-là sont bien organisés. Comment ça se passe? Vous savez que c'est bien organisé. Ce ne sont pas des actes isolés, c'est bien organisé, où il y a des gens même au niveau même du cercle administratif qui sont aussi concernés et on les prend. Donc, en premier lieu, ce ne sont pas des gens qu'on prend pour peut-être des usages terroristes, etc. Mais avec le temps, eux également ont su tisser leur réseau avec ces gens-là. C'est vrai que lorsque vous demandez vraiment aux experts liés donc à la sécurité, ils vous diront, ils ont finalement, plus avec le temps, les gens n'ayant pas trouvé des moyens pour leur donner ce qu'il fallait et reprendre entièrement ces fils-là, vous allez constater que ceux qui prennent peut-être 200, on arrive à vous dire, voilà, c'est 90 qui sont libérés, etc. Cela, c'est proportionnel à ce qu'on leur a donné. Donc, étant donné qu'ils ont toujours des enfants, ils gardent, ils ne savent pas quoi faire, en réalité, ils ont continué à tisser ces réseaux donc avec ces groupes, ces forces de mal-là, qui essaient également de les céder. C'est ce qui fait que d'autres groupes, c'est vrai que lorsque vous prenez les renseignements, ils savent pertinemment où se trouvent ces gens-là, n'ayant pas les moyens pour les rapatrier. Ce qu'ils ont pu rapatrier avec le temps, on n'arrive véritablement plus à retrouver les autres. Ça voudrait dire quelque part qu'ils ont été cédés à d'autres groupes qui en ont besoin pour d'autres actes criminels. Donc, je me dis, lorsque vous prenez les mâles, et pour ne pas laisser ces mâles-là dans le temps,
Et il faudrait véritablement sévir. Et là, moi, je ne comprends pas, parce que lorsqu'on prend le Grand Nigeria, qui a les moyens, qui a la force militaire, entre guillemets, la plus puissante, même si ces dernières années, on ne l'a pas vu véritablement s'exprimer, et je vois en termes d'effectifs, et que ces actes-là continuent pas à résister. Lorsque vous prenez, c'est le même périmètre. C'est toujours le nord avec des villes qui sont connues, parce que ça n'arrive pas à dépasser le nord pour arriver donc au centre. Donc, voyez-vous, donc moi, je me dis quelque part, est-ce que l'administration centrale n'a pas son rôle, n'a pas quand même son rôle à jouer dans cet état de choses? Puisque si tel est qui avait la volonté de pouvoir peut-être sévir et mettre fin à ces trucs-là, il faut renforcer tout simplement, disons, l'effectif des armées au niveau des frontières avec ces gens-là. Puisqu'il y en a, on sait qu'ils sont véritablement donc en zone conquise, et que le pouvoir central n'arrive pas véritablement donc à sévir. Il faudrait mettre quand même des verrous en termes d'effectifs, et karma au niveau de ces centres-là sont connus. Et il vous en souvient qu'il n'y a pas très longtemps, avec même ce acte-là, on a connu des maisons ou des zones où des gens sont torturés, les enfants, où on les travaille psychologiquement pour d'autres fins. Et tout ça là, on conduit aujourd'hui à ceci. Moi, je me dis, la chose doit être mûrie autrement, et la volonté politique doit s'exprimer pour éviter que cela ne prenne de plus en plus de l'ampleur. David, la volonté politique doit s'exprimer. D'ailleurs, il y a certains élèves qui meurent. Le cas de ces élèves enlevés le 30 mai précisément, il y a un élève qui a perdu la vie. Oui. Déjà, lorsqu'on restreint votre liberté, et qu'en plus de cette restriction de liberté, on vous impose des obligations à subir qui ne sont pas habituellement connues de vous, vous risquez de perdre votre vie. Les conditions dans lesquelles ces élèves sont enlevés, sont gardés, ne sont pas les meilleures. Déjà, le traumatisme qui accompagne ces arrestations ou ces enlèvements par ces djihadistes qui viennent les enlever dans leur école de formation, qui les amènent dans une base qui leur est inconnue, qui leur impose des conditions de vie qui sont celles qu'ils avaient quand ils étaient chez leurs parents ou au collège, et qui sont obligés de subir la violence qui suit ces enlèvements-là. Si vous êtes fragile ou si vous avez une santé fragile, vous risquez de perdre votre vie. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre garçon de 10 ans qui a succombé des suites de son enlèvement, et qui a été comptabilisé comme une perte inutile. Vous savez, le Nigeria est confronté à ces questions d'enlèvement depuis très longtemps. Il y a une région très bien connue, c'est la région nord-ouest, et puis un peu du centre, dans lesquelles ces enlèvements se produisent régulièrement. Et les kidnappeurs savent qu'en venant enlever ces enfants, on parlera ils attireront l'attention des médias, de la communauté internationale. Et donc, vous comprenez, on enlève des enfants et après on les libère. À quoi ça servira de prendre des risques, d'aller enlever des enfants, de les garder quelques semaines, et puis après de les libérer? Ça ne sert à rien. Autant peut-être se faire entendre autrement. Donc, ils ont besoin de se faire entendre. C'est ce qui justifie ces enlèvements. Et aussi, ils ont besoin d'imposer leur autorité dans ces régions-là, pour rappeler leur présence, pour rappeler leur force. Pour dire qu'ils sont là chaque fois. Qui sont là et qui sont peuvent, capables de défier tout le monde. Voilà. Et donc aujourd'hui, le Nigeria doit comprendre la nécessité de sécuriser ces zones-là qui sont vulnérables à ces enlèvements. Le président Buhari avait fait de sa campagne électorale, avait fait de la lutte contre le terrorisme son cheval de bataille. Il a brandi même un balai. Mais après, il dit qu'il va balayer la maison. Voilà, il n'a pas encore fini de balayer. La maison demeure encore telle, et même plus grave que quand il était arrivé. Ce qui fait dire aux gens que le Nigeria risquerait de ne pouvoir pas finir de combattre les djihadistes jusqu'à la fin du mandat du président Buhari. Et l'armée, c'est vrai, Antoine et Ambroise en parlaient tout à l'heure, l'armée nigériane, elle est très corrompue face à la lutte, au combat contre le djihadisme. L'armée nigérienne favorise plus ces attaques, ces enlèvements, que ce que ces djihadistes demandent. C'est quand même assez inconcevable qu'on arrive à enlever 300 jeunes filles dans un collège et que personne n'arrive à savoir où elles ont été placées, comment elles ont été enlevées, par quel itinéraire ils sont passés avec ces filles. Et au bout de quelques années de combat, on les libère. Après, les mêmes enlèveurs reviennent, les kidnappeurs reviennent encore pour enlever, et
tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, c'est la même chose. Ça commence à véritablement inquiéter. Ça commence à faire poser aussi des questions sur le rôle et la mission véritable de l'armée nigériane face à ces enlèvements qui continuent de venir s'ajouter à la longue liste. Alors, Ambroise, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on a une armée aussi corrompue? Oui, cette question devait en principe être posée aux spécialistes de la sécurité. Dans un pays à démographie très élevée, près de 200 millions d'habitants. Ce n'est pas petit. Et c'est vrai que sur un plan économique, c'est tout un marché, un grand marché pour tous les pays du monde qui souhaiteraient investir. Mais à contrario, c'est tout un défi que le gouvernement nigérian devait relever en termes sécuritaires, au-delà de l'effort que doivent fournir les gouverneurs et les chefs de police, les chefs de militaires. Je crois que les pays voisins aussi doivent participer, alors qu'on sait au même moment que le Nigeria n'est pas aussi très flexible en matière de relations de voisinage, que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit au niveau du Bénin. Ça, on le voit, qu'il y a une certaine latence, une certaine méfiance entre les voisins d'un même espace. Ça aussi, ça fausse les stratégies de la lutte. Et là, l'ennemi infiltre. L'ennemi, c'est souvent l'Occident véreux. Quand je parle de l'Occident véreux, ce sont ces pays-là, anciennes puissances coloniales, très souvent la France en tête, qui cherchent toujours à s'immiscer, à infiltrer les réseaux. Ça me rappelle le financement de la France par rapport à cette invasion d'État du Niger par rapport au pétrole. Jacques Faucard qui a joué un rôle dans cette guerre du Biafra. Ça me rappelle même aussi facilement dans les zones anglophones. Oui. Donc, non. Le premier investisseur du Nigeria de l'extérieur, c'est la France. Ça, vous seriez étonné d'entendre cela. Parce que la France, là où il y a mangé, c'est là-bas elle se trouve. Là où il y a intérêt, comme De Gaulle l'a toujours dit, Chirac l'a répété, nous, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Et ces intérêts-là, si même si c'est des milliers de têtes qui peuvent tomber, donc allons-y à l'intérêt. Donc, on vous dira, sur le plan international, que, écoutez, chacun cherche du peu et du mieux, parce que nous, on est là, nous voulons que nos investisseurs investissent dans un grand marché comme le Nigeria. Et si même on vous dira officiellement que nous sommes prêts à vous aider en matière de sécurité, alors que c'est plutôt faux. Il faut à chaque fois larguer comment vous l'appelez ça, comment on appelle ça, des petites grenades pour pouvoir créer une certaine zizanie. Et maintenant, pour pouvoir négocier avec le gouvernement nigérien, bon, nous, on doit aussi participer à cette histoire-là, afin de leur laisser une poche d'investissement et de trouver leur part. C'est ce que les Occidentaux ont toujours fait pour pouvoir devenir une puissance. Et ils ne vont jamais le lâcher si nous, entre nous-mêmes, on ne s'organise pas pour pouvoir, pas créer un protectionnisme au niveau de nos marchés, mais pour pouvoir sécuriser nos produits et en plus arriver quand même à endiguer le phénomène de l'insécurité, tant sur le plan djihadiste que sur le plan... Ces soldats qui sont là pour protéger les populations, ces jeunes, ces petits... aussi sont corrompus, même si la France et les autres puissances jouent leur rôle. On l'avait dit au départ que la corruption est née avec le monde. Mais je ne vous dis pas que le Nigeria et le Cameroun sont les têtes de peloton des pays les plus corrompus au monde. On va les vérifier sur le tableau de Transparency International. Vous allez remarquer que c'est les deux pays qui sont pratiquement à la tête. Si l'un n'est pas premier, il sera forcément deuxième. Je pense que le Cameroun est premier. Non, de toutes les façons, ils sont côte à côte là-bas. C'est-à-dire que c'est la même chose, quoi. Et c'est avec 10 millions ils ont aussi un nombre important de militaires. Hein. C'est-à-dire qu'un Nigérien m'avait dit, on était en Freetown, à Sierra Leone, on causait sur les problèmes de djihadistes, et il me disait, mais on peut prendre chaque militaire, comment on appelle ça, chaque militaire peut garder chaque Togolais, pour me faire le ratio du nombre de militaires qu'il y a au Nigeria. Ils sont à plus de 6 millions, 8 millions de militaires. Je ne parle pas de la police.
C'est vrai que c'est au nombre de leur population, parce qu'ils sont en plus de 180 millions, près de 200 millions d'habitants. C'est normal. Lagos, à elle seule, compte plus de 20 millions d'habitants. C'est une mégalopole comme le Caire. Donc, pour vous dire qu'en réalité, la tâche est immense pour ce président. Qui veut devenir président au Nigeria ne devient pas président au Nigeria. Qui veut quoi? Tu veux venir même, il ne faut pas penser seulement que tu viens diriger un grand pays pour avoir un aura. Il faut savoir que tu as des problèmes. Quand on veut dire que tu as des problèmes. C'est ce qui m'a conduit, l'un de moi, l'idée de faire l'apologie d'un criminel, Sani Abacha, gouverner avec une main de fer. Il pense que c'est en tuant les résistants, tout ça là, qui va bien gouverner. C'est faux. C'est faux. Mais je reconnais quand même que le Nigeria est un grand pays de marché sur le plan économique. C'est cela même qui lui attire des ennuis sécuritaires. Quand vous allez au nord, la plus grande partie des activités, c'est l'élevage. L'élevage c'est le cheptel, c'est-à-dire qu'il y a les bovins, les caprins, tout ça là. Parce qu'ils sont en grande majorité musulmans dans le nord et leur activité favorite, c'est l'élevage. Maintenant, quand vous descendez vers le sud, à partir du centre vers le sud, c'est l'agriculture. Et ils sont près de 1000 milliardaires au Nigeria. Mais personne n'en crée ici. Il suffit d'avoir un seul milliardaire en France ou un seul milliardaire dans un petit pays comme le Sénégal. Ça va faire le tour de magazine Forbes. Ça va faire le tour là. On parle ici, il y a 100 milliardaires. dont la moitié, plus de la moitié, se trouve dans la zone Cara. Les gens ont écrit ça aussi, en attendant de vérifier. Seulement, on n'a pas de milliardaires d'ordre économique ici au Togo. On a peut-être des milliardaires d'ordre politique. C'est les politiques qui deviennent des milliardaires. Donc, pour dire qu'au Nigeria, le Nigeria a d'énormes atouts pour pouvoir se séparer de l'insécurité. Il faut qu'il y ait une dose de volonté. D'abord, du premier dirigeant qui devait, avec flexibilité et rigueur, mettre un certain nombre de personnes ou de personnalités à la tête des institutions, surtout militaires et policières, pour pouvoir endiguer le phénomène une fois pour de bon. C'est vrai que ça ne va pas finir totalement, mais ça va quand même, si la corruption n'est pas aidant, ça va quand même participer énormément à élaguer un peu, un tant soit peu, ce phénomène-là. David, vous aussi, vous avez proposé à Dame plus tôt des pistes de solutions pour éradiquer définitivement ces rapts sans cesse. Oui, vous savez, que ce soit l'armée nigériane ou toute autre armée de nos pays africains, c'est de revenir à des fondamentaux de base de l'armée même. Et ça, je pense que il y a Nyegele Bakayoko, qui est une experte en matière sécuritaire, qui le disait. Et c'est vrai que l'armée a traversé le temps et aujourd'hui se situe en un moment où aujourd'hui vous ne pouvez pas compter des riches. Tous nos pays africains, plus dans leur globalité, vous ne pouvez pas compter des riches sans compter avec des généraux, sans compter avec des militaires. Ce qui est en déphasage complètement avec les fondamentaux de la profession en elle-même. Donc pour arriver, c'est très difficile parce que vous savez, toute réforme qui doit prendre en compte des variables qui ont pris des mauvaises habitudes dans le temps est toujours difficile à mener, surtout parlant des forces armées. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver véritablement donc à l'intégrité des hommes en uniforme? C'est tout le problème. C'est tout le problème parce que, vous savez, lorsque vous prenez le Nigeria et lorsque vous poussez plus loin la réflexion, et je pense qu'il y a toute l'histoire est là pour le prouver, également parce qu'il y a des éléments tangibles et qui ont mis en cause un certain nombre de hauts gradés. Quand vous prenez même au Mali, ça existe. Vous pouvez rappeler quelques éléments? Non, les gens savent de quoi je parle. On ne va pas citer aujourd'hui les gens qui ont fait défection dans l'armée régulière sont retrouvés du côté des djihadistes et qui ont également leur protégé au sein de l'armée, qui leur fournissent tous les éléments leur permettant donc de commettre ces actes-là, partout ailleurs. C'est vrai que d'autres pays, moins que d'autres, quand on est de l'autre bord, on devient riche aussi rapidement. Non, mais ça dit que ce que moi je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir la volonté politique assez forte pour arriver véritablement à mener dans ces réformes-là. Sans quoi, c'est toujours très difficile parce que des gens ont pris le temps de pouvoir s'enrichir. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, l'armée dans nos États africains, c'est là où, lorsque vous voulez vous faire de l'argent, beaucoup aussi s'aventurent dans ça. Et là, on oublie complètement
les idéaux de base de la création d'une armée, qui est d'abord parce que vous exprimez en fait ce nationalisme-là à outrance et vous allez, donc vous dites voilà, nous devons protéger l'intégrité de notre territoire. Et ça, c'est vraiment vous donne. Voilà pourquoi d'ailleurs même ce qu'on perd aux armées n'a pas la même dénomination que lorsque vous êtes fonctionnaire, que vous êtes homme d'affaires, etc. Cela dépend de la connotation qu'on veut donner à l'armée. Voilà pourquoi il y a donc de cette segmentation-là. Malheureusement, on n'a pas pris le temps de pouvoir faire des réformes courageuses pour faire en sorte que cela puisse être départi dans les mains, dans les usages, dans les pratiques de l'armée. Mais, quelque part, il faudrait avoir des hommes forts et donc que nous aurons dans ces hommes forts-là qui ont la volonté de pouvoir peut-être battre, disons, réellement sur le fait, faire en sorte que on puisse arriver aux fondamentaux réels de l'armée. Je pense que ce problème-là sera résolu, mais ce n'est pas pour demain. C'est pas pour demain, David. Vous l'aviez déjà dit, le président Bouhari avait promis de balayer la maison, surtout sur le plan sécuritaire, même s'il a également parlé de d'autres domaines. C'est un échec absolu pour lui aujourd'hui. Bah ouais, pour beaucoup de Nigérians, c'est un gros échec pour le président Bouhari. Déjà à la base, lors de la campagne électorale, les promesses qu'il faisait n'étaient pas prises au sérieux, puisque les Nigérians savent la force militaire qui appartient aux djihadistes. Aucun président n'a réussi à véritablement diviser ou disperser ou alors finir avec... Non. On a l'impression que ces présidents n'ont pas la capacité nécessaire de combattre le djihadisme au Nigeria. Et pour Bouhari, qui a passé plus de temps dans les hôpitaux londoniens que dans le palais présidentiel, à diriger cette... Voilà, ça a été un échec. Et je pense que lui-même, il a compris. Il était fatigué à un moment, physiquement, émotionnellement. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il était fatigué. Il n'avait pas mesuré la force militaire de ces djihadistes-là avant d'accepter d'aller aux élections. Et c'était une erreur, parce qu'il était un ancien oui, c'était un ancien général qui, pendant sa carrière de militaire, avait véritablement donné des résultats assez intéressants, en tout cas l'armée nigériane. Mais une chose est d'être militaire et d'aller combattre les djihadistes, une autre est d'être chef d'État et de lancer ses troupes militaires dans la direction de ces djihadistes-là. Et donc aujourd'hui, pour beaucoup de Nigériens, ça a été un échec pour lui. À part son échec dans la lutte contre le terrorisme, il y a d'autres domaines dans lesquels les Nigériens ne se sont pas retrouvés avec le président, la corruption, la question de l'inflation du Naira, le prix de l'essence. Donc sur le plan économique, ce n'est pas aussi... Voilà, l'économie n'était vraiment pas ça, la sécurité non plus, le cadre social. Les Nigériens s'interrogent, ils veulent savoir pourquoi ils n'arrivent pas à vivre décemment, malgré toute la richesse qu'il y a dans ce pays. On vous dit que c'est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas de l'Afrique aussi, deuxièmement. Presque de l'Afrique. 200 millions d'habitants, ce n'est pas donné. Nous ne sommes que 7 millions, on n'arrive pas à avoir le réseau téléphonique stable. Posez-vous la question, pour 200 millions d'habitants, et tout cet espace géographique-là, le Nigeria, le pétrole, le Naira, l'économie et tout ça, et derrière, les Nigériens n'arrivent pas à se nourrir décemment, ils ne sont pas indépendants financièrement, etc. C'est des déceptions sur lesquelles l'attendent les populations nigériennes. Heureusement qu'il a accepté de se limiter aux 2 mandats, avec l'espoir que celui qu'il positionnera va véritablement répondre aux questions des Nigériens. Mais je crois, et comme c'est le constat aussi, je crois que les Nigériens voudront plus un président militairement bien assis et qui comprend aussi la nécessité de combattre le terrorisme pour sécuriser les Nigériens. La pause, on va revenir après le journal. La pause pour le journal s'impose, on va la marquer et on revient avec nos chers invités.